Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. Aujourd'hui on se retrouve pour une partie de Seto Watch avec l'ensemble de ses extensions et même un petit peu plus puisque hormis la boîte de base, l'extension Seto Watch Mercenaire ainsi que le Seto Watch extension Outriders réalisé par l'illustrateur de Gloomhaven qui apporte de nouveaux damnés ainsi que de nouvelles créatures à combattre, nous utiliserons 4 cartes promotionnelles offerte par Rock Manor Game dans la boîte de base de The Few and Cursed, donc le jeu qui reprend la BD du même nom. Je trouve que c'est une bonne idée, et moi ce sont des damnés que j'utilise désormais au même titre que n'importe quel autre dans ma pile de damnés pour mes parties de Seto Watch. Le jeu de Todd Walsh est aujourd'hui un classique du Tower Defense, un classique mais qui néanmoins ne prend pas une ride puisque sa rejouabilité est infinie. Surtout quand on considère la quantité existante d'ennemis possibles à ce jeu. Ce qu'on va voir tout de suite dans une première partie consacrée à la mise en place et au tirage des éléments aléatoires comme on en a l'habitude. J'ai effectué la première partie de la mise en place qui consiste à installer le matériel sur la table hors caméra pour gagner un petit peu de temps. On peut tout de suite passer à la sélection des aventuriers que j'ai également un petit peu avancé puisque j'ai sélectionné 4 aventuriers pour constituer une équipe qui m'a réussi lors de ma dernière partie que j'ai gagnée. Et oui, ça arrive à Seto Watch. Pour ma part, c'est la seule et unique partie que j'ai gagnée. Voilà, et je l'ai fait il y a quelques jours. Donc j'ai repris les mêmes personnages parce que j'ai l'impression qu'ils se complètent bien et ce qui me donne une chance d'arriver au bout de l'aventure encore avec vous aujourd'hui. Au niveau de la préparation des personnages, hormis le fait de sortir leurs dés respectifs, alors ils ont tous des dés un petit peu particuliers et différents. La barbare a des dés 12, la sorcière a des dés à 4 faces, l'archère a des dés 8 et le moine en début de partie a des dés 6. Bon, on va commencer par lui à la limite. Il va pouvoir, en tant que capacité lors du feu de camp, renforcer ses dés, c'est-à-dire qu'il peut transformer un dé 6 en dé 8, puis un dé 8 en dé 10, à son tour de feu de camp. On va sélectionner tout de suite ces 3 cartes capacité. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, chaque personnage dispose de 5 cartes en fait capacité. Je vais les mélanger un petit peu à l'aveugle, voilà, sans trop regarder. Et on va en sélectionner 3 qu'on va mettre sur le plateau. Les 2 autres seront laissés de côté et devront être équipés si on le souhaite pendant la partie. Donc première capacité, c'est le guerrier aveugle. Alors je vais les mettre sur leur dos active. Ensuite, c'est la défense parfaite. Et ensuite, la frappe interne. On verra le détail en jouant, c'est pas la peine de s'apesantir sur le fonctionnement de toutes les capacités pour l'instant. Chaque personnage va devoir épuiser une capacité en début de partie. Donc, eh bien, à chaque fois, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ce sera la capacité épuisée. Donc là, c'est la 1. Donc c'est le guerrier aveugle qui va être sa carte épuisée en début de partie. Les 2 autres sont mises de côté pour l'instant et pourront être équipés si ça s'avère nécessaire durant l'aventure. Deuxième personnage, la barbare, qui a comme capacité à elle puissance primale, qui consiste à choisir une de nos capacités épuisées, à résoudre l'action s'équiper avec cette carte, puis à rafraîchir une capacité que vous venez d'équiper. Donc voilà, elle regagne en énergie. En effet, la barbare a une particularité, c'est qu'elle ne peut pas utiliser de capacité au moyen de ses dés. Elle peut simplement les épuiser. Ça lui demande une trop grande, un effort trop violent en fait pour pouvoir être sollicitée plusieurs fois. Donc elle a besoin de repos une fois qu'elle s'est sauvagement acharnée contre ses ennemis. Ce qui en fait un personnage assez atypique.
Donc là, on a sanguinaire, carnage et enfin bon. Ok, on va voir qui on épuise, enfin laquelle on épuise. Donc toujours pareil. C'est un 4, donc 1, 2, 3, 4. C'est sanguinaire qui va être épuisé pour l'instant. On va équiper la sorcière. La sorcière qui a comme capacité particulière magie noire. Je vais zoomer, voilà, magie noire. Choisissez un aventurier, rafraîchissez une de ces cartes capacités, puis soit ajouter la première carte de la pile créature à la horde, soit au début de la phase de guet, piocher une créature de plus dans la pile et ajoutez-la à la rangée. Donc elle se complète bien avec la barbare. Alors je n'ai pas utilisé cette capacité lors de ma précédente partie, mais il faudra que j'y pense parce qu'elle peut être assez intéressante, notamment avec la barbare. Voilà. Je vais l'équiper maintenant. Alors, je vais prendre en dessous. Donc, on va prendre métamorphose. Ensuite, présage. Sombres arcanes plutôt. Et on va épuiser l'un des trois. Eh bien, ce sera métamorphose qui va être épuisé. Voilà. Les autres cartes sont mises là. On va également déterminer qui est son familier du début de partie. Donc, on va procéder pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, ce sera le 6. Donc, le familier de la sorcière sera le chat au début, qui a une capacité passive qui permet au chat d'attaquer la créature révélée en première position. Quand le chat attaque, vous pouvez regarder la carte du dessus de la pile créature. Et oui, le 6e sens du chat nous aidera. Vous pouvez apprécier j'aime bien l'illustration, elle est vraiment très belle. Voilà pour la sorcière. Il nous reste simplement l'archère. Alors l'archère est le personnage le plus classique que l'on ait pour cette partie. Et d'ailleurs, c'est le seul qui est issu du jeu de base, du jeu d'origine. Donc l'archère, voilà, est un personnage beaucoup plus ordinaire. Elle a vue perçante, mais néanmoins très utile. Et que j'aime beaucoup. Sens elfique. Et enfin, torpeur. Ok, on épuise une de ses capacités, c'est le 6, donc c'est torpeur qui va être épuisé en début de partie. Voilà pour les personnages, donc ça va assez vite, hein, cette mise en place. Maintenant, on va passer à l'étape suivante qui va consister à préparer la pile créature. Alors, c'est la partie peut-être la plus délicate de la préparation, puisqu'il y a un certain nombre d'étapes. Alors, nous, on va jouer en mode normal, c'est-à-dire que dans la pile créature, on va intégrer 2 invocations, sachant que l'extension, enfin le standalone, cette Watch Mercenaire propose de nouvelles invocations avec des pouvoirs particuliers. Je vais tout mélanger, puis je vais en tirer 2 au hasard. Donc on ne va pas prendre connaissance, on les découvrira pendant la partie. Donc 2. Une invocation, 2 invocations. Ok, les autres ne seront pas utilisés pour cette partie. On va ensuite utiliser 2 acolytes qu'on va mettre de côté également. Et c'est la même chose que pour les invocations. Les acolytes sont constitués d'un paquet alimenté par les 2 boîtes. Donc là, on peut tomber aussi sur des acolytes de différentes natures. Vous constatez que je fais 2 piles, hein, une invocation de chaque côté, un acolyte de chaque côté. Et là, maintenant, je vais récupérer dans ce gros tas de cartes. Alors, avec toutes les extensions, on a beaucoup d'ennemis potentiels. Et dans cette pile-là, on va récupérer 28 cartes au hasard que l'on va diviser en 2 piles. Plus égal possible. Alors, allons-y. 28 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
vérifier. Ok, c'est bon. Donc j'ai mes 28 créatures. Tout le reste ne sera pas utilisé durant cette partie. Je les remélange. Ensuite, on divise en deux parties à peu près égales la pile de créatures. Et on les met sur chaque pile ainsi formée. On mélange les créatures avec les acolytes et l'invocation de chaque côté. Ensuite, on va rassembler les deux piles. Alors, laquelle est la plus petite? Celle-là, on va la mettre au-dessus. Ce qui nous forme la pile des créatures. Pile des créatures que je vais mettre à droite, là. On verra pourquoi ensuite. Une fois qu'on a fait ça, on va préparer la pile de quête. Alors, la pile de quête, ce sont les lieux, en fait. C'est ce qui va constituer notre destination. Mercenaires apporte 2 destinations supplémentaires en plus de la tour interdite qui, je crois, était la destination du jeu de base. Donc on va mélanger et puis déterminer ça au hasard. Maintenant on va connaître notre destination puisque c'est le but de notre voyage. Voilà, puisque ce jeu est un tower defense mais qui a l'originalité de proposer un voyage et une aventure complète en fait. C'est pas seulement un tower defense statique. Nos personnages bougent. Sur de longues distances d'ailleurs. Alors, on va prendre celle-ci. Et bien justement, ce sera la tour interdite, notre destination finale. Donc on va la placer sur les lieux non explorés pour l'instant. Alors pour l'instant, j'ai mis le feu de camp comme ça. J'utilise celui de la boîte de base parce que je le trouve plus contrasté, donc je préfère, surtout en partie filmée. Et je l'ai orienté comme ça pour que vous ayez un visuel un peu plus net sur les lieux inutilisés et la horde. Alors bon, si ça ne convient pas, je changerai. Les 2 autres destinations sont mises de côté. On va sélectionner maintenant huit cartes lieux parmi la trentaine proposée maintenant dans le jeu. Il y en a beaucoup plus qu'avant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on ne les consulte pas par contre et on les met par-dessus la destination finale. Enfin, ah oui, alors je vais faire une bêtise. Donc ces lieux-là ne sont pas mis de côté, on va les utiliser en les mélangeant aux lieux qui s'appellent les lieux repos. Voilà, qui souvent sont des lieux plus safe que les lieux où on bivouaque d'ordinaire. Et tous ces lieux-là, alors il y en a beaucoup plus désormais avec les extensions, bien sûr, on les mélange à la pile de lieux non utilisés. Et on aura peut-être la chance de les rencontrer à un moment donné, durant l'aventure, si on est amené à piocher. Et nous permettre d'arriver à destination du mieux possible. Alors tous ces lieux-là, on les met ici, sur les lieux inutilisés. Tout ce qui concerne notre trajet d'aventure est prêt. Il nous reste la pile des damnés à créer. Alors on prend toutes les cartes d'année, donc c'est pareil, on va mélanger les 4 cartes promotionnelles issues de Fury First. Moi j'aime beaucoup, vraiment, c'est une bonne idée. Et puis là on a beaucoup de damnés maintenant. C'est pareil. Et je crois qu'on n'en utilise que quelques-uns. Alors,
prenez sans les regarder, piochez une carte et placez la face cachée dans la boîte pour débuter la pile horde. Voilà, il y aura un dernier final à vaincre. C'est celui qui se trouve certainement dans la tour, hein, bien sûr. Il y a un ennemi ultime qu'on est sûr de rencontrer. Alors on ne sait pas qui c'est, mais on sait que le mal a envahi la tour je sais plus quoi. Donc on va le placer tout de suite là-bas. Voilà, c'est le damné ultime à vaincre. Et ensuite, on va en piocher 7 pour constituer notre pile damnés qui seront potentiellement rencontrés durant le voyage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ce sont les lieutenants en fait de la créature qui nous attend. Cette pile, c'est une pile qu'on peut regarder. Et ben voilà, on a le démon blanc par exemple. Ah bah, on a Wendigo. Ah bah, on a le corbeau alpha. Bah, j'ai bien mélangé. D'accord, on a 3 créatures du jeu The Few and Cursed. Wendigo, non, le corbeau alpha est ultra puissant, soit dit en passant. Je crois que c'est le damné le pire en fait. Donc bah voilà, c'est l'ordre. Et cette pile, on va la placer là, elle est consultable comme on le souhaite. Enfin, il nous reste simplement à allumer le feu. Donc quand on allume le feu en mode normal, on l'allume sur le 7, ce qui nous donne 2 en portée, on va le voir. Ça nous permet d'éclairer à une distance suffisante pour apercevoir 2 ennemis qui apparaîtraient dans la ligne des créatures. On va également, et ça c'est dû à l'apport de cette watch, préparer la marchande et le marché. Le marché est constitué d'une pile d'objets fournis par l'extension, bien entendu. Ici, on a la banque de pièces d'or qu'on va gagner pendant l'aventure aussi. Et on va sélectionner 3 objets. Alors, je l'ai mis également vertical pour améliorer la visibilité pendant la partie. Alors, premier objet proposé, c'est l'opale œil de chat qui permet, quand on l'active, jusqu'à la fin du tour, révéler une créature de plus que permis par l'intensité du feu. Voilà, donc ça améliore notre vision nocturne, l'œil de chat, c'est logique. Ensuite, l'épée dansante, elle coûte 5. Choisissez une créature à portée et infligez-lui autant de dommages que les dés utilisés ce tour. Campement et guet. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Campement et guet. Choisissez une créature à portée et infligez-lui autant de dommages que de dés utilisés ce tour. Campement et guet. Ça, il faut que je regarde. Je ne sais pas ce que signifie cette précision. Enfin, parchemin de soutien. Chaque aventurier peut choisir de relancer n'importe lequel de ces dés inutilisés, qui coûtent 3. Okay. Voilà pour l'offre du marché pour l'instant. Ensuite, et c'est l'ultime étape, on va révéler la première carte qui constitue notre parcours, le monolithe blanc. Alors, c'est la seule fois où on n'appliquera pas le modificateur de feu. Et cela dit, heureusement, parce qu'il était assez fort. En revanche, tout le reste s'applique. Donc, ce lieu, lors du bivouac, va permettre à 6 créatures de nous attaquer. Tous les aventuriers avec une carte capacité épuisée rafraîchissent cette carte et doivent épuiser une carte de capacité active différente. L'installation est totalement terminée. J'ai pris un petit peu de temps, mais maintenant ça devient mon habitude. Donc je mettrai un timecode dans la description pour ceux qui veulent passer cette étape. Et c'est ce que je ferai à chaque vidéo désormais. Et voilà, ça vous permet de sauter le passage si vous avez envie de voir démarrer la partie immédiatement. Moi, maintenant, j'ai envie de prendre mon temps quand je fais une partie filmée. Donc, c'est pourquoi on est déjà à plus de 20 minutes sur l'installation. Allez, on démarre tout de suite le premier tour. Et on peut démarrer l'aventure. Donc, lors de la mise en place, on a vu que nos aventuriers se dirigent vers le monolithe blanc
pour effectuer leur premier bivouac. Tous les aventuriers avec une carte capacité épuisée rafraîchissent cette carte et doivent épuiser une carte capacité différente. Alors ça, cet effet doit s'appliquer, ça c'est quelque chose que j'avais oublié, ainsi que les pièces lors de la mise en place. Par conséquent, je vais faire ça en même temps que la première étape du tour de jeu, qui est de lancer les dés. Alors, on va commencer arbitrairement par la sorcière. Alors, pour le moment, sa capacité épuisée est la métamorphose, donc je vais la rétablir. La rafraîchir. Et je vais en échange... épuiser présage. Alors, je reviendrai sur les capacités en cours de partie. Hein. Je vais faire ça rapidement pour qu'on puisse démarrer. Ainsi, on va lancer les dés de la sorcière. Alors, les dés 4, c'est pas facile à faire rouler. Je vais essayer quand même. On obtient, c'est pas si mal, un 1, un 3, un 3. De toute façon, pour la sorcière, honnêtement, les résultats n'ont pas grande importance. Parce qu'elle a tellement de moyens d'agir par ses capacités qu'on fait appel assez peu au résultat de ces dés. Maintenant, ça peut servir dans certaines situations tout de même. Ensuite, on passe directement à l'archère. L'archère qui va rétablir torpeur par ses nuits fraîches du monolithe blanc. Et qui va épuiser à la place, jusqu'à la fin du tour, augmenter la portée de tous les aventuriers de 1. Oh, c'est pas mal ça. Je vais épuiser... Ouais, les deux sont bien. Je vais épuiser vue perçante. Parce que son selfie me permet de neutraliser un effet révélé. Donc ça, c'est important. Et on lance les dés pour ce premier bivouac. Alors, elle obtient un 6, un 7, un 2. Voilà, bon, ce sont des résultats moyens, on va dire, pour l'elfe. Ensuite, on passe au moine. Alors, le moine, il a guerrier aveugle, frappe interne, ou annule le pouvoir d'une créature qui vient d'être déclenchée, puis changer la valeur d'un dé en utilisant la valeur. Ouais, on va rétablir guerrier aveugle. Et on va épuiser... Chacune de vos attaques directes inflige des dégâts supplémentaires égaux aux dommages des créatures. Bon, on va épuiser défense parfaite parce que les capacités passives sont intéressantes. Ça permet de renforcer les résultats des dés. Alors, au début de la partie, le moine dispose de 3 D6. On obtient quelque chose qui ressemble au résultat obtenu par l'archère, donc un 5 et un 6. Enfin, la barbare va rafraîchir sa capacité sanguinaire et va épuiser, bon, je voudrais garder carnage. Carnage qui permet d'éliminer des créatures directement, donc ça c'est fort. Alors la barbare, elle, obtient 2 7 et un 3. Ok. Voilà pour nos jets de dés de démarrage. Donc la question qu'il se pose, c'est qui on envoie au feu de camp. Sachant que tous nos jets de dés, là, enfin tous nos résultats de dés sont assez moyens, y compris ceux de la barbare, et que l'on a 6 créatures à combattre. Je pense qu'on va envoyer le moine qui lui aussi a des capacités assez basiques. Mais en même temps, il permettrait de planifier avec son 6 ou son 5, de soigner aussi. Donc c'est pas mal du tout. Par contre, attention. Ah oui, non, le -3 ne s'applique pas, on dit, c'est vrai.
Le -3 ne s'applique pas, donc alors du coup on observe ou on planifie. Bon, on va voir. En tout cas, oui, je vais envoyer le moine. Alors je vous ai pas dit pourquoi, c'est simplement parce que celui-ci a la possibilité de renforcer en fait ses dés en remplaçant des D6 par des D8, puis par des D10. Et j'ai envie de le faire dès le début de la partie, pour que le moine dispose de ses dés les plus forts tout de suite, quoi, enfin le plus tôt possible. Donc c'est pour ça que je vais l'envoyer directement au feu de camp. Voilà, c'est décidé. On va faire comme ça. Donc première action campement pour lui, il va récupérer 2 D8 qui remplaceront 2 D6 lors de la prochaine manche. Ensuite, avec les 2 dés restants, on va planifier avec le 5. Donc ça nous rapporte une pièce. Je vais mettre ça vers le marché là-bas. Et planifier consiste en fait à révéler une carte du deck des lieux inutilisés, ainsi que la première carte des lieux non explorés. Et de choisir l'une des deux. Alors, le choix va être rapide. On est soit un lieu de repos, taverne reculée, qui n'amoindrit pas le feu, avec 5 créatures. Ouais, donc ça c'est vraiment super. L'aventurier restant au campement rafraîchit une capacité de plus. Ouais, c'est énorme ça comme... Je ne sais pas si c'est... Non, c'est une carte du jeu de base en plus. Et sinon, on avait Forteresse Maritime. Alors, je ne sais pas laquelle était présente dans le deck, j'ai pas fait attention. Mais alors, celle-là, elle rigole pas, par contre. C'est -4 en feu, 7 créatures et Forteresse Maritime. Si un damné est invoqué, placez la carte invocation sous la pile créature. Ouais, bah autant vous dire qu'on va se débarrasser de Forteresse Maritime. Hein, parce que j'ai pas envie de me colter ce lieu du tout. On a bien fait de planifier un petit peu notre trajet et de réfléchir 2 minutes au chemin qu'on emprunterait. Donc, on se dirigera après notre bivouac vers la taverne reculée, que je mets du coup sur la pile. Ici, on sait qu'on peut rafraîchir une capacité supplémentaire. Pas que j'oublie ça, parce que ça peut être utile, surtout vu la nature de nos dés. Il nous reste un dé pour une action campement à effectuer par le moine. D'ailleurs, celui-ci, étant au campement, il peut rafraîchir sa capacité. J'ai oublié de le faire. Voilà. Donc, il se repose, donc il récupère. Et le 6, alors j'ai le choix. Soit je rafraîchis, enfin je soigne un autre personnage. Soit je coupe du bois, soit j'observe les premières créatures. Je crois que je vais soigner un personnage direct. Et j'ai bien envie de récupérer la vue perçante pour l'archère. Allez, je soigne avec le 6 l'archère qui recouvre sa vue perçante. Ce qui fait qu'on a 2 personnages déjà qui sont à 100% de leur capacité, ce qui est plutôt pas mal. Cela met fin à notre phase de campement. On va passer à une première phase marché. Alors, première phase marché, qu'est-ce qu'on a là-bas? On n'a rien qui coûte 2, on a 2 pièces d'or. Donc, on va simplement se contenter de rafraîchir le marché. D'autant que j'aimerais récupérer soit l'opale œil de chat, soit l'épée dansante au prochain coup. Mais il faut au moins trop... Ah non, c'est 2 pièces d'or l'opale œil de chat. Jusqu'à la fin du tour, révéler une créature de plus que permis par l'intensité du feu de camp. Oh, c'est pas mal ça. Hein, ouais, bon, on va acheter ça, tiens. Je pensais que c'était 3. Donc on achète ça et on va équiper la sorcière, hein, thématiquement. Elle aime bien les chats. Puis elle est magicienne, donc voilà. Ensuite, on révèle une nouvelle carte. Et là, c'est une lame de l'infini. Une deuxième épée qui coûte 6, par contre, qui coûte un fric fou. Passive.
Une fois par phase de guet, lors de la résolution d'une attaque directe, doublez la valeur d'un de vos dés. Voilà, ça c'est une énorme arme qui nous serait bien utile, je pense. Donc il va falloir qu'on économise un max d'argent. On a fini notre phase de marché. Maintenant, on n'a plus qu'à ajouter des pièces sur le plateau campement aux endroits où on n'a pas effectué d'action. Donc, on passe à 2 sur observer, 2 sur couper du bois et 2 sur s'équiper. Ok. Notre feu est toujours au niveau de départ à 7, ce qui nous permettra de révéler deux créatures, enfin des créatures sur 2 rangées lors de la phase de guet. On a terminé notre phase de marché cette fois, donc justement on passe à la phase de guet. On démarre par piocher le nombre de cartes indiquées sur la carte lieu, donc 6. Alors je vais les mettre sur mes porte-cartes pour améliorer leur visibilité. Comme ça vous aurez un œil mieux posé sur nos ennemis. Eh bien, c'est parti. Donc, on a un feu d'une intensité 2. Donc, on va révéler les 2 premières créatures dans la pénombre, là, qui s'avancent. Oh là, une jeune wyvern. Alors, révéler, bah, directement, elle amoindrit la puissance de notre feu. Ce qui fait que on n'a plus la capacité de révéler une deuxième carte. Ça, c'est réglé. Première position, oh la vache. Voler un dé inutilisé d'un aventurier. Ah oui, elle est joueuse, la jeune wyvern. Qu'est-ce qu'elle va voler comme dé? Est-ce qu'elle volerait pas le 3 de la barbare? Alors, je crois que j'ai une capacité là-dessus. Jusqu'à la fin du tour, augmenter la portée. Alors, jusqu'à la fin du tour, révéler une créature de plus que permis par le feu de camp, annuler le déclenchement du prochain effet révélé. Retourner face cachée une créature révélée, récupérer tous les dés volés par la créature et placer-la à la fin de la rangée. Ouais, bon, on va faire ça. Hein. Avec le 2 de l'archère, on va immédiatement neutraliser l'effet de la jeune wyvern. Donc, qui aurait volé le dé de la barbare d'ailleurs. Et donc, retourner face cachée une créature révélée. Ouais, ok. Donc, on la retourne face cachée. On l'endort, en fait. On peut récupérer notre bien, sans presque de faire la barbare une fois que la wyvern est endormie à la lisière du bois. Ah, c'est une jeune wyvern, donc c'est un bébé wyvern, ça dort tout le temps. Un petit peu comme les bébés animaux ou les bébés humains, normal. Et on remet la wyvern en fin de rangée, donc on sait qu'ici c'est cette fameuse wyvern. Alors j'ai pas regardé sa force, bon on va regarder. C'était 6, par contre elle a 2 en combat, hein. Donc elle est forte quand même. Voilà, et c'est un dragon. Alors c'est une créature amenée par l'extension Outriders. Je sais pas si vous avez vu le petit symbole en bas à droite, voilà le fouet là. C'est ce qui indique cette extension. Bien, donc on sait déjà qu'on a une wyvern tout au bout. Par contre, notre feu, lui, est toujours affaibli quand même. Bah oui, puisque... Et oui. Puisque la wyvern l'a quand même soufflé. Donc on peut révéler une seule carte. Alors, c'est un chevalier d'os qui se cachait dans l'ombre. Et donc, le chevalier d'os, s'il est éliminé, s'il y a un damné ou un acolyte révélé, ajoutez le chevalier d'os à la fin de la rangée, plutôt qu'au cimetière. Ah oui, d'accord. Donc, c'est le lieutenant du chaos, lui. C'est un mort-vivant, avec 9 en capacité de combat. Alors, le problème, c'est que 9, je les ai pas. Je les ai pas du tout. Ce qu'on va faire, c'est que la sorcière, jusqu'à la fin du tour... Révéler une créature de plus que permis par l'intensité du feu de camp. Bah, c'est ce qu'on va faire. Là. On va activer ça. Activer. Ah oui, il faut que je l'active avec un dé. Il faut que je
j'active avec un dé. Ah, mais là, ça me fait plus beaucoup de dés là. Combien j'en ai après? J'en ai 2 là, 3 là, donc ça fait 5. Si j'utilise ça, il m'en reste 7. Bon, je vais le faire. Allez, hop, on active, on va compenser la faiblesse du feu. Du coup, on voit un peu plus loin, la sorcière baragouine un truc et elle nous permet d'éclairer un petit peu plus le périmètre. Et là, on voit que apparaît un géant errant avec un effet permanent à la vigueur du géant errant est ajouté le nombre de cartes lieux dans la pile de lieux visités. Heureusement, c'est 1 notre nombre de piles. Notre nombre de cartes lieux dans la pile des lieux visités. Donc, ça veut dire que le géant a 10 en vigueur. Le problème étant, on a de très gros bestiaux en début de rangée. C'est monstrueux. Et vu nos dés, ça va être difficile de les massacrer comme ça. Alors, jusqu'à la fin du tour, révéler une créature plus que permis. Jusqu'à la fin du tour, augmenter la portée de tous les aventuriers de 1. Ouais. Sinon, sanguinaire, épuiser cette capacité. Ah, sinon j'ai carnage. Épuisez cette capacité, puis prenez les 3 premières cartes de la rangée, mélangez-les et placez-les au hasard. Et placez au hasard une carte en première position. Défaussez les 2 autres dans le cimetière dans l'ordre de votre choix. Je pense que c'est ce que je vais faire vu les scores de ces créatures. Et sachant que on ne connaît pas le troisième animal. Donc la barbare se jette sur nos ennemis à en perdre haleine. Elle ne cherche même pas à savoir sur quoi elle frappe, elle fonce dans le tas. Donc elle va s'épuiser, mais l'avantage c'est que, eh bien, on va pouvoir mélanger les cartes. Alors attention. C'est pas mieux, hein, c'est une horde de zombies. Ajouter la vigueur de la créature au sommet du cimetière à la vigueur de la horde zombie. Super, sachant que là-dedans, on aura le géant ou le chevalier d'os. Donc, on va être à 16 pour les hordes zombies. Waouh. Bon, en tout cas, la barbare a fait des dégâts. Ça, c'est certain, puisque je mets... éliminer, non, bah là, c'est... Je mets le chevalier d'os et le géant héron dans le cimetière. L'horde de zombies a donc atteint la première position. Et elle a 9 plus 7 en vigueur, donc 16. Grâce à notre opale œil de chat, on voit ce que nous réserve, oh la vache, la deuxième créature. Et c'est un acolyte. Révélé, choisissez soit le groupe des aventuriers. Alors, pardon. Révélé. Donc, c'est un acolyte briseur de sceaux qui a comme effet révélé. Choisissez soit le groupe des aventuriers dépense 2 dés de la même valeur, soit vous devez placer la première carte de la pile d'année dans la rangée derrière l'acolyte briseur de sceaux. Ouais, alors est-ce que le chevalier d'os, ça ne s'applique pas là, non, parce qu'il est éliminé. Il a été éliminé avant que l'effet de l'acolyte ne soit révélé. Par contre, cet acolyte briseur de sceaux, il ne renvoie pas à un effet d'invocation. Ce qui revient au même, puisque il invoque un... Ouais, cela dit, il invoque un damné, donc ça revient au même que s'il y avait une autre invocation. Alors, soit le groupe de 2 aventuriers dépense 2 dés de la même valeur. Alors, 6, 7,
3, 7. Ah, je peux défausser des dés de valeur de 3. Soit je mets un damné dans la pile. La première carte. Et là, le premier damné, c'est le démon blanc. Révéler, dépenser un dé inutilisé ou ajouter une créature à la fin de la rangée. On va pas s'en sortir. Donc je vais dépenser deux dés de la même valeur, à savoir un 3, celui qui avait été volé d'ailleurs, par donc un 3 de la barbare et un 3 de la sorcière. Voilà, ce qui fait que l'acolyte briseur de sceaux n'invoque pas de nouveau damné. Et est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est un humain. Ok. Et c'est une créature avec 6 de vigueur. Donc celui-ci peut être éliminé par l'elfe. Ouais. Peut être éliminé par l'elfe avec à distance avec un 6. Peut être pas mal. Qui limiterait en plus la force de la horde zombie. On va faire ça. Donc l'elfe décoche une flèche sur l'acolyte, briseur de sceaux. Et là-bas, instantanément, celui-ci rejoint le cimetière. Ce qui provoque l'affaiblissement de nos hordes zombies, donc qui passe de 16 à 13 en vigueur. Ça, c'est plutôt pas mal. On a toujours notre œil de chat, là, qui nous permet de voir dans le noir. Oh, punaise. Choisissez un aventurier, donc c'est une invocation. Choisissez un aventurier qui doit immédiatement figer une de ses cartes capacités. Placez ensuite cette invocation dans le cimetière et remplacez-la par la première carte de la pile d'année. Bon, bah, alors on se les tape vachement tôt, là, les acolytes et les invocations dans ce tour. C'est le premier bivouac et on a déjà essuyé une invocation, un acolyte, et là on va se taper un damné. Bon, ça laisse présager une partie sportive. Je crois que figer une capacité, en fait, c'est poser un dé dessus comme si on l'avait utilisé. Sauf qu'on ne peut pas l'utiliser. Figer, je vérifie. Figer X capacité, pouvoir de créature ou effet d'invocation qui oblige le groupe d'aventuriers sentinelles à dépenser XD sur les cartes capacités sans activer leur effet. Seules les capacités non activées par des dés peuvent être figées. Seules les capacités non activées, ah oui, qui n'ont pas encore été activées. Si une capacité est figée, elle ne peut plus être activée par un dé, mais peut toujours être épuisée pour être activée. Ah, par contre, ça c'est bien. Alors, il me reste 1, 2, 3 dés, 4 dés avec la sorcière. Sachant que il nous reste la horde zombie à 13. Une invocation qui va faire venir le démon blanc. C'est ça? Placez ensuite cette invocation et remplacez-la par la première carte de la pile d'année. Ouais. Et puis il nous reste une carte derrière. Donc 3 créatures. Ce qui signifie qu'on va être obligé d'épuiser d'autres capacités. Alors est-ce que je dois... Non, je dois figer une capacité. Alors laquelle? Figer. Alors si je fige une capacité de la barbare, ça ne fait pas grand chose si ce n'est de me faire perdre un dé, quoi. Métamorphose, retournez votre familier, puis éliminez une créature révélée avec une vigueur de base. Ah, ça c'est pas mal, ça, j'avais pas vu. Retournez votre familier, puis éliminez une créature avec une vigueur de base. Donc par exemple pour les zombies, ça pourrait régler le problème. Inférieur à X, X la valeur du dé plus celle du familier. Ah ouais, mais non. Non, ça va pas. Ça ne va pas. Annuler les pouvoirs de X prochaine créature. Une invocation, c'est pas une créature, donc on ne peut pas l'annuler.
Ah. Ben, je crois que ouais, on va déjà subir une fin de bivouac compliquée. Je vais épuiser Sombres Arcanes avec le 3 de la sorcière. Ensuite, non, c'est Figé Sombres Arcanes, pardon. Avec le 3 de la sorcière. Ensuite, je place cette invocation dans le cimetière et je la remplace par la première carte de la pile des damnés, donc par le démon blanc. Quand il est révélé, dépensez un dé inutilisé ou ajouter une créature à la fin de la rangée. Alors, est-ce que j'ajoute une créature? Parce que là, dépenser un dé inutilisé, on n'en a plus que 3. J'ai pas trop de capacité offensive. Et ça voudrait dire envoyer une créature supplémentaire dans la horde. Ouf. Dépenser un dé inutilisé ou ajouter une créature à la fin. De toute façon, c'est 3-7 qu'il nous reste. Bah, je crois que je vais ajouter une créature, de toute façon. Donc, on ajoute une créature, ce qui signifie qu'il nous reste 4 ennemis à vaincre. Le démon blanc est en... est en avant. Et on avance aussi par rapport à la partie. Il a 9 en résistance. Ouais, bon, alors là, je sais pas trop quoi faire. 9 en résistance, si je peux... Ah si, je sais ce que je peux faire. Ah oui, mais non. Parce que j'ai les chats, là, qui ont 5. Passive, le chat peut attaquer la créature révélée en première position. Quand le chat attaque, vous pouvez regarder la carte du dessus de la pile créature. Ah, ça aurait été pratique de le faire avant, ça, mais c'est trop tard. Donc le chat me donne 5 et j'ai des 7, donc ça me donnerait 12. Sauf que 12... Ah, bah oui, c'est bon ça. Parce que le zombie a 7. L'invocation étant au-dessus. Ah bah donc ça va. Donc c'est la barbare qui va attaquer le zombie, dans un premier temps. Les zombies. Donc elle les renvoie dans la... Ouf, dans le cimetière, pardon. C'est leur place. Ensuite, le démon blanc avance. Et grâce à l'œil de chat, on révèle une nouvelle carte. Ah oui, c'est la jeune wyvern. Révélée -1 au feu. Bah, c'est la deuxième fois en plus qu'elle frappe, la wyvern. La jeune wyvern a 6 en vigueur. Elle va servir de cible à l'archère, qui bande son arc et qui décoche une flèche à cette jeune créature. Jeune et fougueuse créature, je dirais. Ce qui fait qu'elle ne nous volera pas de dés. Elle va dans le cimetière. Toujours grâce à l'opale œil de chat, on révèle la dernière créature. Oh la vache, non mais il n'y a que des draconiens, c'est pas possible. Chevaucheur de dragon, révélé, -1 au feu. Bon, décidément, c'était écrit. Puis révéler les cartes de la rangée immédiatement avant et après le chevaucheur de dragon. Il n'y a plus de cartes après. Donc de ce point de vue-là, on est tranquille. Je regarde la capacité sanguinaire de la barbare qui, en épuisant cette capacité pour chacun de vos... En épuisant cette capacité, je peux augmenter la valeur d'un de nos dés à sa valeur maximale. Or, il me reste cette capacité, j'en aurai 3, mais j'ai plus qu'un seul dé en main. Mais faire ça, ça me permettrait de liquider au moins le démon blanc pour limiter les dégâts que nous allons subir. Par contre, le chevaucheur de dragon, lui, il ira dans la horde, quoi. Alors après, je le fais très rarement, mais on a les runes à utiliser qui nous permettent d'éliminer une créature de la horde notamment. Mais ça coûte assez cher hein, d'utiliser les runes, c'est 2 dés, et il faut que ce soit des dés d'égale valeur. J'ai pas d'autre solution, donc ce qu'on va faire, enfin là j'en vois pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que la barbare se redresse. Elle est déjà haletante, mais bon, elle a la rage au cœur, donc elle épuise sanguinaire.
ce qui lui permet d'augmenter son dernier dé à sa valeur maximum. Et du coup, elle se jette sur le démon blanc, ni plus ni moins, qu'elle découpe totalement. Le démon blanc, malgré sa puissance, ne peut pas vraiment stopper cette furie. Donc elle l'anéantit. Et retombe totalement épuisée auprès du feu. Le chevaucheur de dragon, voyons ça, va nous attaquer. Ce qui signifie que l'un des personnages, donc ça va être l'archère, épuise une de ses cartes, puisqu'on arrive à la fin du tour de guet, là. Donc là, puisqu'on a une créature invaincue qui nous inflige un dégât, celui-ci attaque l'archère. L'archère est blessée, donc elle épuise une de ses capacités. Et devant la violence de l'attaque de la barbare, le chevaucheur de dragon s'enfuit, mais avec la ferme intention de revenir un autre moment, donc il va dans la horde. Voilà, et ce qui met fin totalement à notre tour. Alors c'est un tour qui a été compliqué déjà, parce qu'on avait un feu au niveau 2 qui est plus qu'au niveau 1, donc c'est assez catastrophique déjà. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5 capacités épuisées, dont la barbare qui est totalement HS. Ouais, donc c'est un début de partie qui est compliqué. Hein. J'ai gagné la dernière partie que j'ai faite hors caméra, mais celle-là, là, elle commence pas du tout pareil. Hein. Ensuite, fin de ce premier tour, piochez une carte lieu et modifiez l'intensité du feu selon la valeur indiquée sur la carte lieu en cours. Alors heureusement, après cette nuit mouvementée, nous allons reprendre la route et nous diriger vers la taverne isolée. Et la taverne isolée ne modifie pas la valeur du feu et c'est un endroit qui est relativement préservé et qui sera faiblement exposé à nos ennemis. Par ailleurs, l'aventurier restant au campement rafraîchit une capacité de plus. Donc on va, en espérant pouvoir envoyer la barbare qu'on a bien besoin. De ce point de vue-là, voilà, c'est la fin de notre première manche. On passe tout de suite à la deuxième étape de notre voyage vers la tour interdite. Nos aventuriers ont beau être des gens aguerris au combat et à faire face à l'imprévu, c'est avec un certain soulagement qu'ils atteignent la taverne reculée. Même s'ils savent que l'endroit n'est pas totalement sécurisé, ils sont rassurés d'être au chaud et de pouvoir prendre un bon verre d'hydromel pour se réconforter tous ensemble autour d'une table et de ne pas être obligé de guetter les environs immédiatement. Donc on attaque la deuxième manche dans ce contexte. Et avant toute autre chose, nous allons relancer les dés. En commençant par notre sorcière bien-aimée, qui rafraîchit également son œil d'opale. Voilà. Alors, elle obtient 3, 3, 4. Alors, la sorcière a d'ailleurs comme capacité de camp magie noire. Choisissez un aventurier, rafraîchissez une de ses cartes capacités, puis soit ajoutez la première carte de la pile créature de la horde, soit au début de la phase de guet, piochez une créature de plus de la pile et ajoutez-la à la rangée. Alors on pourrait peut-être faire ça. Pourquoi? Parce que là, avec un 4, elle peut tout à fait nous permettre de planifier encore une étape, la prochaine étape. On peut s'équiper, on peut couper du bois, observer sans problème. La seule chose qu'on ne pourra pas faire avec la sorcière, c'est soigner. Bon. Donc, c'est peut-être opportun d'envoyer la sorcière, enfin de laisser la sorcière se reposer et en même temps de lui laisser le temps de lancer sa magie noire pour que ça bénéficie à la barbare. Ouais. Qui est totalement épuisée.
Parce que là, quand ils sont arrivés à la taverne, ils traînaient par les cheveux la barbare, quoi. Ça c'est clair. Ça la gêne pas, hein, mais elle était tellement sur les rotules que, à mon avis, elle n'a pas pu atteindre le seuil de la porte. Ensuite, on lance les dés pour l'archère. Alors, l'archère obtient un 1, un 6, un 7, c'est mieux que tout à l'heure. Elle a torpeur d'épuiser, donc bon, c'est pas grave. Le moine, quant à lui, revient. Alors lui, il n'a rien entendu du combat, je crois. Il dormait. Il méditait. Ah oui, non, c'est vrai qu'il méditait. C'est ce qui lui a permis de récupérer 2D8. Hein. Maintenant, il va lancer 2D8, 1D6. Ah oui, c'est vrai, il est en pleine méditation. Il n'est pas du tout intervenu sur les combats. Donc, eh bien, cette méditation commence à payer. Ah non, c'était un 1. Il obtient quand même des résultats au dé un peu meilleurs que tout à l'heure, sauf ce 1 là, mais bon, c'est pas trop grave. Et enfin, la barbare, qui ronfle déjà allègrement sur le seuil de l'auberge, de la taverne. La barbare obtient 2, 7 et un 10. C'est mieux quand même, elle récupère vite, hein, la barbare. C'est quelqu'un d'énergique, malgré tout. Donc je crois... Alors, c'est sûr que d'envoyer la barbare tout de suite, ça nous permettrait... Ah oui, c'est peut-être pas mal, cela dit, parce que envoyer la barbare tout de suite, avec la taverne, elle peut recouvrir 2 capacités au lieu d'une. Et du coup, après, si on fait magie noire, elle recouvrira ces 3 capacités, quoi. Alors, si j'envoie la sorcière, on perd quand même une possibilité. On va faire ça. On va envoyer la barbare au camp. De toute façon, elle est séchée, hein, après son combat contre les démons, là, notamment le démon blanc, qui est quand même pas un adversaire facile, hein. Quand on voit sa tronche, on s'en doute. Donc, eh bien, elle va aller se reposer au camp. Elle va quand même avoir la force de réfléchir à notre prochaine étape. Et donc, dans un premier temps, elle va planifier. Alors du coup, on va rafraîchir immédiatement carnage. Et puis sanguinaire, voilà. Ça, c'est grâce à l'effet de la taverne. Ensuite, on va planifier de nouveau. On a réussi quand même là sur la première étape. Donc, je pioche une carte. C'est le canal des elfes, -2 en feu, 7 en créature. Et le cromlech d'os, -2 en feu et 7 en créature. Alors, quand une action campement planifiée est réalisée, piochez 2 cartes de la pile de lieu inutilisée à la place d'une seule. Et sinon, au cromlech, la première fois qu'un pouvoir d'une créature de type mort-vivant est déclenché, cherchez dans le cimetière la première carte mort-vivant, ajoutez-la face cachée à la fin de la rangée. Oui, on va prendre le chemin des elfes, hein, parce que la réputation du cromlech d'os est pas très accueillante, je trouve. Oui, donc voilà, on va conserver le canal des elfes. Je crois que c'était le lieu qui était présent, donc on a un petit peu perdu une action, hein, mais bon, tant pis, au moins on sait à quoi s'en tenir. On a intérêt à récupérer et surtout anticiper un affaiblissement du feu. Ce qui m'amène à demander quand même à la barbare, quand elle aura bu un coup, d'aller couper du bois. Ce qu'elle va faire tout de suite, ça va nous permettre aussi de récupérer 2 pièces d'or. Voilà, que je mets vers le marché là-bas. Et couper du bois rétablit le feu de 2, ce qui n'est pas génial, hein, on est d'accord. Ensuite, elle a le choix. Soit, parce qu'elle a un 10 hein, dans les mains, elle doit être experte en massage, style ostéopathe, vu la puissance musculaire de la barbare, elle peut manipuler sans problème. Donc, en effet, ça peut être pour ça qu'elle est capable de soigner. Bon, je me fais mon film un petit peu, hein, vous avez remarqué. Ou
elle recoupe du bois pour se détendre, ou alors elle va faire un tour, histoire de bien dormir après, pour observer les alentours. S'équiper. Ah oui, on peut s'équiper aussi. Alors s'équiper, est-ce que c'est elle uniquement ou c'est n'importe quel aventurier? Je vérifie. Je crois que c'est n'importe quel aventurier. Je crois bien. Alors... s'équiper, échanger une carte capacité de votre plateau personnel avec une de vos cartes capacités laissées de côté. Ah non, non, non. C'est le personnage qui est au camp. Ouais, elle pourrait prendre lancer de pierre. Bon, c'est pas indispensable non plus. Donc, bah, je crois qu'elle va augmenter la... J'hésite entre s'équiper et couper du bois, c'est terrible. Pas s'équiper et couper du bois et observer. Parce qu'observer, ça nous apporterait 2 pièces d'or supplémentaires. Là, il y a que 5 créatures. Et on a l'opale œil de chat qui nous permet de voir un peu plus loin. Donc, on va observer. Enfin, elle va aller faire un tour, là. Notre barbare. Notre pétillante barbare, elle va faire un tour. Et donc, elle va essayer de voir ce qui arrive alentour. Alors, quand on observe, on pioche 2 cartes de la pile de créatures et on regarde. Ouf, un vampire et un dragon ardent. Rien que ça. Eh bien, alors ce qui est bien, c'est que quand on observe, on peut anticiper les effets, bien sûr, des créatures. Et on peut surtout les mettre au fond de la pile créature. Donc c'est ce qu'on va faire. Hein, parce que moi, le vampire qui nous pique un dé, ça me révulse. Et le dragon ardent en première position, on oublie. Parce qu'il nous affaiblirait encore le feu de -3. Donc, bon, cela dit... Ah oui, il a 12. Cela dit, ça ne changerait pas tellement la situation parce qu'on est à 6. Donc, 6 - 3, 2, 3. Et on a l'œil de chat qui nous permet de voir à +1. Donc, on aurait toujours 2 en capacité d'éclairement, on va dire, de vision nocturne. Et en même temps, garder le dragon ardent en fin de combat, c'est pas forcément une bonne idée parce que lui, il nous inflige 3 dégâts. Donc je vais peut-être le laisser... Ouais. Est-ce que j'ai moyen de le neutraliser? Non. Non, parce que j'ai torpeur, mais elle est épuisée. Si j'avais eu torpeur de rétabli, ça aurait été... Ouais. Combien il a? 12. Ouais. Dévoiler 2 créatures dans la rangée. Ah! Alors, par contre, on a défense parfaite. Annuler le pouvoir d'une créature qui vient d'être déclenchée, puis changer la valeur d'un dé inutilisé en la valeur de vigueur de cette créature. Et ben, on va faire ça. Ce qui fait qu'avec un dé n'importe quelle valeur, en fait, je peux tuer le dragon ardent. C'est la défense parfaite du moine. Donc, on va mettre le dragon sur la pile et le vampire en dessous. Cette fois, la phase de campement est terminée. La barbare est rentrée. Elle nous rapporte les informations concernant le vampire et le dragon feu, là, ou je sais plus quoi. Le dragon ardent. Et elle va se coucher. Voilà, ça m'inquiète pas plus que ça. Donc le moine a réfléchi déjà à comment agir. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux.
Phase de campement, c'est fait. Phase de marché. On va garder nos pièces d'or. Donc, on va révéler une nouvelle carte qui va couvrir une autre. Eh bien, c'est un parchemin de victoire. C'est quoi un parchemin de victoire? Défausser, retirer du jeu la carte du dessus de la pile horde. Oh, c'est joli ça. Ça, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a dans la pile horde? Ah oui, c'est le chevaucheur de dragon, là. Ah ouais, ça pourrait être pas mal, ça, de l'acheter. Défausser, retirer du jeu la carte du dessus de la pile horde. Oh, c'est énorme, ça. Ah, parce que c'est un chevaucheur de dragon. Hein. Waouh. Ah, je suis tenté, là, quand même. On va voir si on peut pas l'acheter. On va se laisser la possibilité de choisir à la prochaine phase de marché. On a 5 créatures, là, qui nous attendent. Donc, on va les écouter, enfin, on va les entendre s'approcher délicatement. On l'imagine, hein. Ils font pas de bruit du tout, à part des beuglements, des cris, des arbres couchés. Et ce que va faire la sorcière, c'est qu'elle va tout de suite activer l'œil de chat, quitte à dépenser un dé, elle le fait maintenant. Notre feu étant 1 et puis l'œil de chat étant révélé, activé, on voit apparaître le dragon ardent en première position. Bien sûr, le moine active sa défense parfaite. Donc, annuler le pouvoir d'une créature qui vient d'être déclenchée. Donc, c'est ce qu'on va faire. Première position, épuiser une carte capacité et -3 en feu. Il oublie le dragon ardent. On va activer ça. Puis, changer la valeur d'un dé inutilisé. Bon, j'en ai plusieurs. En la vigueur de cette créature. Alors, ça me coûte 2 dés quand même. Hein, parce que j'active avec -1 et je change mon 6 en 12. Voilà. Et donc, le dragon ardent est hors de combat. Bien vu pour le moine. Bien vu ouais, pour le moine aveugle, c'est pas très élégant ce que je viens de dire, mais bon. Alors, ensuite, on va révéler la deuxième créature. Première position, c'est une fée. -1 sur le feu, ok. Bon, décidément, ils en veulent à notre feu de camp. Ils sont sensibles, photosensibles, les créatures dans cette aventure. C'est une fée qui a 5. On va... la sorcière envoie son chat sur la fée. Et le chat, avec sa capacité, peut attaquer une créature révélée en première position, ce qu'il fait. Donc, il a 5 hein, en capacité de combat, donc il détruit la fée. Et quand le chat attaque, vous pouvez regarder la carte du dessus de la pile créature. Donc, la fée est tuée instantanément par le chat. Et on peut regarder la première créature de la pile créature. Donc, c'est un traqueur d'ombre qui fera son apparition. Ce qu'on apprend par l'intuition du chat. En attendant, nos ennemis se rapprochent de la taverne reculée et apparaissent dans la pénombre. C'est un golem enchanté. À la vigueur du golem enchanté, ajoutez le nombre total d'objets équipés des aventuriers sentinelles. La sorcière est... oui, elle est bien là. Donc, c'est un objet et on n'a pas d'autre objet parmi l'archère et le moine. Donc, le golem se renforce grâce à un objet, donc il a 9 en vigueur. Ok, 9 en vigueur. Alors, 9 en vigueur et il inflige 2 dégâts. Eh bien, le moine utilise sa frappe interne qui est une capacité passive. Chacune de vos attaques directes inflige des dégâts supplémentaires aux dommages égaux aux dommages de la créature attaquée. Il a un dé de 8, plus 2 du golem qui avait 9, donc il détruit le golem. Puisque 8 et 2, ça fait 10. Donc le golem est détruit. Voilà. Par contre, son dé est dépensé. Là, le moine est épuisé. Hein. Il est hors de combat.
Il reste uniquement... Ouais, il reste encore l'archère et la sorcière. Bon. Les créatures s'avancent. C'est un drague d'acide. Première position, moins 2 au feu. Puis chaque aventurier vérifie ses dés inutilisés. Si il a au moins un double, il doit épuiser une capacité. Ses dés inutilisés. Alors, il n'y a pas de double chez l'archère dans les dés inutilisés. Il n'y a pas de double chez la sorcière non plus. Par contre, c'est moins 2 au feu encore. Le drague d'acide. Puis chaque aventurier vérifie ses dés inutilisés. S'il y a au moins double, ça c'est bon. Donc c'est encore un dragon. Décidément, il n'y a que ça. On est tombé sur un nid. Et il a 10 en capacité. Sombres arcanes. Annuler les pouvoirs de X prochaine. Comment je peux faire là? Ben 10. L'archère décoche... Ah oui, on va voir ce qu'il y a en deuxième position quand même. Grâce à l'œil de chat, bah, c'est le vampire. Révélez, volez le plus haut dé disponible. Et ajoutez-le à la vigueur du vampire. Alors donc, le vampire, il vole le 7. Alors est-ce que j'ai pas moyen d'annuler les pouvoirs de X prochaine? J'ai pas moyen d'annuler quelque chose là jusqu'à la fin du tour révélé. Une créature de plus? Non. Non, bah non, il prend le... Donc le vampire vole le 7. Vole une des armes de l'archère. Il renforce sa vigueur, donc il passe à 11. L'archère décoche une flèche sur le drague d'acide, et la sorcière en fait autant. Elle lance je ne sais quoi. Et donc ils détruisent le drague d'acide. Voilà, qui avait amoindri le feu. Et donc, ces deux combattantes épuisent leur capacité. Ensuite, eh bien, le vampire donc a 7 et 4, 11. Alors celui-là, je sais pas trop comment on va faire. Je crois on achètera le parchemin de la victoire et qu'on va le virer, le vampire, parce que moi, me faire à chaque fois sucer le sang par un vampire, ça me saoule. Alors, il reste l'archère et qui a 1 en dé et 3 pour la sorcière. Mais autant dire que je vais pas aller loin avec ça. Annuler les pouvoirs de X prochaine créature. X la valeur du dé en première position. Alors si j'utilise Sombres Arcanes, j'annule sa capacité. Ce qui fait que il aurait 4. Et du coup, je peux le tuer avec le 3 et le 4. Donc je vais épuiser Sombres Arcanes. J'annule les pouvoirs de X prochaine créature. Ah, des X prochaines créatures. Non, c'est pas bien. Dommage. Des X prochaines créatures en première position. Ouais, non, c'est pas bon. Parce qu'il est déjà en première position. Bon. Dévoiler 2 créatures de la rangée, puis des 1. Non, bah je vais rien pouvoir faire, donc je vais accepter de prendre un dégât. Je pense. Un dégât qui va être infligé au moine. Défense parfaite. Ouais. Donc, je renonce à tuer le vampire. Le vampire, devant le carnage quand même, s'en prend au moine. Donc, il lui épuise une capacité avec 1 en dégâts. Et il s'enfuit pour rejoindre la horde. C'est déjà la deuxième créature qui rejoint la horde. Fin du tour, épuiser une par une les créatures, donc ça c'est fait. Ensuite, piocher une carte lieu pour modifier l'intensité du feu. Bah, c'est ce qu'on va faire, mais l'intensité du feu va encore s'affaiblir. Et donc là, on révèle le canal des elfes sans surprise. Et donc une intensité de feu qui passe de 3 à 1. On est à la limite de l'extinction du feu.
Et donc, eh bien, quand une action campement planifiée est réalisée, piochez 2 cartes de la pile de lieux inutilisées. Donc là, plutôt qu'une seule habituellement, il y aura 7 créatures à combattre. Ok. Bon. Voilà, ça met fin à notre deuxième manche. On va procéder à une troisième manche et ce sera la fin de ce premier épisode de cette watch, simplement parce que ça dure à peu près 25 minutes par manche, plus la présentation. Donc ça fait déjà un beau petit épisode. On sera à peu près à 100 minutes. Donc je pense que c'est déjà un bon début qui fait l'objet d'un épisode à part entière. On va faire comme ça. Allez, on va se laisser arriver proche du canal des elfes pour un nouveau bivouac et on procède à la troisième manche. Nouveau campement au bord du canal des elfes qui nous empêche d'avoir un feu conséquent. Pour l'instant en tout cas, il va falloir l'alimenter certainement. C'est un endroit assez humide apparemment, puisqu'il y a donc cette étendue aquatique là, entre les habitations. Donc bon, en plus on a peu de matériaux, je pense, à disposition. C'est un peu bizarre comme lieu de campement. Et finalement assez peu hospitalier, puisqu'on aura 7 créatures. Alors, première étape de ce nouveau tour, eh bien, on va lancer les dés pour chacun de nos aventuriers. Le moine, oui, alors entre-temps, j'ai mis les jetons de campement pour le barbare et le moine qui avait déjà fait une halte pour chacun d'eux au campement. Allez, je relance les dés du moine pour commencer. Alors, c'est toujours pas terrible, hein. Le moine doit être enrhumé, je ne sais pas ce qu'il a. Mais ses scores sont assez médiocres sur cette partie. Ensuite, l'archère, quant à elle, 4, 5, 8, ouais, c'est mieux déjà. 4, 5, 8 pour l'archère, ok. La sorcière, qui redresse son familier et son œil de chat, pour l'instant. Alors, ça donne 2, 3, 2. Ok. 2, 3, 2. Donc, c'était un 3. Voilà. Et enfin, oui, la barbare, elle vient de se réveiller. Enfin, elle avait pris du repos précédemment. Donc, elle va pouvoir participer au combat. Mais par contre, c'est quand même pas terrible du tout. 2, 5. Heureusement qu'elle a récupéré sa capacité sanguinaire, parce que là, on est sur quelque chose d'assez... enfin, de plus que médiocre, en fait. Hein. Sur des D12, obtenir 5, 5 et 3, c'est pas terrible. Alors, justement, ensuite, on va choisir le personnage qui reste au campement. Et qui va prendre un pion repos. Alors, on a le choix dans l'embarras. L'archère a des bons scores, donc on va éviter l'archère, je pense. Ce que je vais faire, je crois que je vais envoyer le moine de nouveau. C'est embêtant quand même, parce qu'il n'a pas de capacité à renouveler, mais... Ah si, il a guerrier aveugle, bah si, donc ça va. Donc on va faire ça. 5, il a un 6 en plus, donc ça nous laisse quand même quelques options. Je suis en train de voir que j'ai oublié de mettre les pièces sur les actions choisies précédemment, enfin non choisies justement, donc c'était soigner et couper du bois, je crois. Je vérifierai. Oui, donc c'est le moine qui va y retourner, simplement parce que de cette manière, je vais pouvoir récupérer ces 2 D10 en remplacement de ces D8, qui sont somme toute assez peu convaincants là sur cette manche. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va renforcer... ouais, alors qu'est-ce qu'il fait? C'est une bonne question. Je pense qu'on va planifier déjà avec le 6. Soigner ou soigner. Ah, c'est dommage qu'il n'ait pas de 4. Parce que j'aurais bien soigné et planifié.
Je vais réfléchir. On va déjà couper du bois, ça c'est sûr, ce qui nous permet de récupérer une pièce dans un premier temps et renforcer le feu de 2. Ça va nous laisser un peu de marge. Toujours est-il qu'on va être quand même avec une capacité d'observation à une distance de 1 uniquement. C'est pas génial. Ensuite, on a le 6. Alors, je suis tenté de récupérer une nouvelle pièce d'or pour acheter la lame infinie, de l'infini. Une fois par phase de guet, lors de la résolution d'une attaque directe, doubler la valeur d'un de vos dés. Sinon, on a l'épée dansante. Elle coûte que 5, elle, donc je pourrais l'acheter et garder ma planification activée. Donc il faut poser un dé dessus, choisir une créature à portée et infliger lui autant de dommages que le nombre de dés utilisés ce tour. Campement égal. Alors ça, j'ai compris, ça y est. En fait, on comptabilise le nombre de dés au campement et le nombre de dés sur le plateau. C'est pas mal parce que ça permet potentiellement de récupérer les points dont on peut avoir besoin en fin de manche. Ouais, je crois que je vais prendre l'épée dansante. Est-ce que je la donnerai pas à la guerrière, à la barbare, justement? Ouais, je vais la donner à la barbare, qui peut se retrouver dans une situation avec ses D12 de devoir finir une grosse créature avec, voilà, avec quelque chose comme ça. Donc on va dépenser toutes nos pièces d'or et de cette façon, on va tout de même pouvoir... Ah mais non, mais c'est pas maintenant, je suis bête. Ouais, je vais le faire après. On avait 5 pièces d'or là-bas. Donc ce qu'on va faire, c'est que le 6, je vais le mettre dans planifier. Pardon, je fais n'importe quoi là, j'étais pressé d'aller au marché. Donc on va planifier à l'aide du 6. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est ça. Donc j'ai pris une carte dans les lieux non révélés, enfin dans les lieux à visiter, une carte dans les lieux non visités. Alors ce sont deux cartes piégeuses. Alors on a le pont de singe et le repère des voleurs. Le pont de singe affaiblit le feu de 3 et le repère des voleurs de 2. Chaque fois qu'un pouvoir de première position d'une créature est déclenché, le groupe d'aventuriers doit défausser une pièce. Ouais, bon, en plus, si j'ai tout dépensé, ça a peu d'importance. Pont de singe, dès qu'un lieu entre en jeu, choisissez soit épuiser une capacité. Ouais, ben voilà. Donc le pont de singe, c'est trop chaud. Je vais plutôt conserver le repère des voleurs. C'est pas génial non plus, mais c'est moins pire que le pont de singe. Le pont de singe est vraiment un lieu dangereux. Je pense que nos personnages n'ont pas envie de prendre un risque inutile à ce niveau-là. Il me reste un dé et je pense qu'on va observer grâce à ça. Alors, je ne sais plus si à la manche précédente on avait regardé une créature. Bon, on va observer de toute façon. Je pioche 2 cartes dans la pile de créatures et je peux... Ah bah oui. Alors le serpent de feu, la vigueur du serpent de feu est égale à la vigueur... Ah bah ouais, donc on les avait vus ces bestioles-là. Oui, puis on l'avait vu pendant le tour précédent. La vigueur de base du tracker d'ombre est de 16 moins la valeur actuelle du feu. Donc lui, on va le mettre tout au fond, parce que là, le feu étant à 3, on aura une créature de 13. Par contre, le serpent de feu, la vigueur de base du serpent de feu est égale à la valeur actuelle du feu. Donc lui, on va le mettre au début, parce que ce sera une créature... une vigueur de 3. Et on a un petit peu retourné la faiblesse du feu à notre avantage. Ce qui est quand même intéressant. On a terminé la phase de campement. On passe cette fois à la phase tant attendue, en ce qui me concerne, du marché. Je vais acheter l'épée dansante pour 5 pièces d'or. Je dépense cette fois. Épée dansante que je donne... que je confie à la barbare, qui à mon avis en fera bon usage. Et donc si j'active cette épée dansante, donc il me faut dépenser un dé.
je peux infliger autant de dommages que de dés utilisés ce tour. Ouais, donc ça peut être intéressant. Alors, est-ce que finalement, c'est une bonne chose de le donner à la barbare? Ouais, je ne sais pas trop, en fait. Ou alors, je la donne au moine. C'est peut-être plus logique. Ouais, je vais la donner au moine. Alors, bon, elle ne va pas servir ce tour. Mais comme il reste un D6 au moine, ça complétera bien ses options d'action. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Ensuite, on rafraîchit le marché, donc on révèle un nouvel objet qui sera une potion de vitalité. On défausse, on choisit un aventurier, vous inclus, et on rafraîchit une carte de capacité. C'est un objet qui coûte 4. Donc c'est pas mal du tout. Comme choix, on a encore une belle épée, là, une lame de l'infini. Et on termine la phase de marché par l'ajout de pièces sur les actions du campement inutilisées. Donc on passe à 2 au niveau du soin et à 3 au niveau de l'action s'équiper. Ce qui devient du coup intéressant. La phase de marché est terminée. Le feu est allumé. Les aventuriers ont posé leur barda. Maintenant, il va falloir monter la garde tour à tour pour assurer la sécurité du camp. Cette nuit, il y a quand même plusieurs bestioles d'attendues. Hein. On se rapproche petit à petit. Donc là, on sait que c'est le dragon de feu. Ici, on ne sait pas. Oui, non, on ne sait pas du coup. On avait défaussé la dernière carte. C'est 7 créatures. Là, j'en suis à 3, 4, 5, 6 et 7. Donc c'est un lieu assez mal fréquenté, hein, le canal des elfes. C'est assez surprenant. On aurait pu imaginer que l'archère aurait quelques connaissances ici. Mais bon, je pense que l'archère est une elfe sylvidre. Sylvestre, pas sylvidre. Elle a assez peu de contact en ville finalement. Elle évite la ville en général. Et c'est peut-être pour ça qu'on se retrouve avec tant d'ennemis aux alentours. La phase de guet démarre. On révèle le nombre de créatures autorisées par le feu. Donc, on sait que c'est déjà le serpent de feu permanent. La vigueur de base du serpent de feu est égale à la valeur actuelle du feu de camp. Le feu de camp a 3. Donc, le serpent de feu est plutôt un orvet de feu, là, pour l'instant. Normalement, c'est un dragon, c'est ça? Non, élémentaire de feu. Qu'on va éliminer d'une pichenette. On va l'éliminer d'une pichenette avec le 3 de la barbare. La barbare, je pense, va s'en servir de repas. Parce qu'elle est friande de serpents. Donc, le serpent de feu est détruit. C'est réglé. Ensuite, malheureusement, dans la pénombre se dessine une nouvelle silhouette. Et cette fois, c'est un malfrat. En première position, défausser toutes les pièces de l'emplacement du camp qui en contient le plus. Ah, d'accord, c'est un voleur. Et du coup, il dépouille le campement en volant les pièces présentes sur l'action s'équiper, qui devient inintéressante pour l'instant. C'est une créature, enfin c'est un humain qui a 7 points de vie, qui est quand même dangereux pour voir que c'est un voleur. Donc il va falloir s'en occuper. Alors on pourrait tout à fait lui décocher une flèche. Sinon on demande au chat de l'attaquer. Et on complète cette attaque avec le 2 de la sorcière. Voilà, on va faire ça. Le chat attaque. La sorcière achève le malfrat. Donc le malfrat est détruit. Et grâce au 6e sens félin, on peut révéler la première carte de la pile de créatures, et ce sera un sanglier. Ok, bon, c'est surprenant. Bon, les sangliers, il y en a en ville, hein, c'est la preuve. Ça arrive plus fréquemment qu'on ne pense.
déjà à cette période. Il nous reste 5 créatures. Attention. Un nouvel ennemi apparaît. Et c'est un bandit, bah, décidément. Première position, le bandit vole un dé, disponible au choix du groupe. Ah ouais. Eh bien, un dé disponible. Est-ce que j'ai moyen de neutraliser ça? Jusqu'à la fin du tour, révéler une créature de plus que permis. Non, j'ai pas torpeur. C'est avec torpeur que j'aurais pu l'endormir. Le bandit est un humain, un petit peu comme le malfrat précédemment. Et il a aussi 7. Il ressemble de manière très prononcée au malfrat. Sauf que celui-ci volait des pièces du campement, alors que le bandit nous vole carrément un dé. Qu'est-ce que je me fais voler comme dé? Le 4. Qu'est-ce que je peux faire du 4? Ouais, c'est l'archère qui se fait voler son dé. D'ailleurs, je vais mettre les dés utilisés sur les fiches personnages. Voilà. Donc l'archère se fait voler quelque chose. Ce qui provoque sa colère, hein, tout simplement. Donc elle lui décoche une flèche. Après c'est son 8, c'est embêtant. Non mais elle lui décoche quand même une flèche. Voilà. Paf. Donc elle récupère ce dé, mais je ne peux plus l'utiliser. Elle tue le bandit d'une seule flèche, bien placée. Mais la nuit n'est pas finie pour autant, on continue. C'est un esprit flottant, les capacités ne peuvent pas être activées que par des valeurs 3 ou plus. Que par des dés de valeur 3 ou plus. D'accord, donc c'est un fantasme. Il a 7 aussi. Alors, si j'utilise sanguinaire, d'ailleurs, j'ai pas retourné le pion de campement. Oui, parce que dès que j'utilise la barbare, je pense au campement, du coup, et à quand elle va pouvoir y aller. Si j'utilise sanguinaire, si j'épuise cette capacité, je peux augmenter un dé à sa capacité maximale, mais là, je ne vais pas l'utiliser comme ça. Est-ce que j'utiliserai pas plutôt carnage? Épuisez cette capacité. Prenez les 3 premières cartes de la rangée, mélangez-les. Placez au hasard une carte en première position. Non, il a 7. Je pense que c'est la sorcière et l'archère qui vont s'occuper de lui. Voilà. Simplement. Par des attaques directes. C'est fait. Il reste 3 créatures. On va révéler la première. C'est un soldat mécanique. C'est la première fois que j'ai cet adversaire. Permanent. Quand ils font des attaques directes contre ces créatures, les aventuriers doivent diminuer de... Pardon. Quand ils font des attaques directes contre cette créature, les aventuriers doivent diminuer de 1 la valeur de tous leurs dés inutilisés avant d'infliger des dégâts. C'est un golem qui a 8 en vigueur et 1 en capacité de dégâts. Ok. Je serais assez tenté d'utiliser carnage. Ou alors les 2 dés. Et non, ce sont les derniers dés qui me restent. Non, je vais utiliser carnage de la barbare. Épuisez cette capacité, puis prenez les 3 premières cartes de la rangée, mélangez-les au hasard. Et placez une carte en première position. Défaussez les 2 autres cartes dans le cimetière, dans l'ordre de votre choix. Donc la barbare s'énerve. C'est une berserk qui a besoin de défouler son énergie. Donc elle attaque les trois créatures qu'elle a repérées dans le noir. Elle va en tuer 2. Un seul va survivre et il faudra s'en occuper après. Alors, lequel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire ça au dé. Allez, jette un dé là-bas.
j'ai obtenu un 3, 1, 2, 3. Donc c'est celui-là qui survit. C'est un drac collectionneur. Ah bah, c'est pas le mieux qu'on pouvait espérer. Donc drac collectionneur, première position, épuisé 2 capacités. Il est méchant. Il a 13 en puissance. Bah, je pense qu'on ne pouvait pas obtenir pire. Et en échange, enfin, en contrepartie, la barbare tue le chevalier d'os et le soldat mécanique. Qu'on met tout de suite dans le cimetière. Alors, le drac collectionneur provoque l'épuisement de 2 capacités. Alors ça, c'est vraiment galère. Ouais, c'est vraiment galère. Par contre, quand on l'élimine, on gagne 2 pièces. Ça, c'est bien. 13. Ah bah, je les ai. Je les ai pile avec les 2 5 et le 3 de la sorcière. Seulement, il faut que j'épuise 2 capacités. Je vais épuiser Sombres Arcanes déjà. Et en deuxième capacité, je vais épuiser Vue Perçante. Quoique... Si, ouais, j'ai pas trop le choix. Je vais épuiser Vue Perçante. Alors là, c'est hyper dangereux. Hein. Ce dragon nous a vraiment fait mal. Puisqu'il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 capacités non épuisées. C'est redoutable comme adversaire. En revanche, grâce aux 2 dés de la... Enfin, à la contre-attaque de la barbare et à celle de la sorcière, on lui fait ses 13 dégâts. Donc on arrive à bout de cette créature magnifique et redoutable. Et on réussit à lui prendre son trésor, donc à gagner 2 pièces. Je les mets là-bas dans notre bourse commune. Et tant bien que mal, notre bivouac s'achève. On est au bout de la nuit, on a survécu. Alors je suis en train de voir que là, j'ai pas appliqué l'effet du canal des elfes. Quand une action campement planifiée est réalisée, piochez 2 cartes de la pile des lieux inutilisés au lieu d'une seule habituellement. Ce que je vais faire, c'est que je vais la piocher parce que le jeu était tellement difficile. Et je vais voir si ça m'aide davantage. Oh la vache, ouais, bah non. N'importe quel aventurier sentinelle peut épuiser une carte pour éliminer une créature révélée dans la rangée. Réduisez le feu de camp de 2 pour pouvoir révéler. Pour chaque pouvoir révélé déclenché. Ouais, non, j'oublie. Là, on tombe que sur des lieux hyper difficiles. Donc, j'ai gardé. Alors, c'était pas le pont de pierre, c'était je ne sais plus quoi. C'est pas le pont de corde, mais du coup, bon, j'ai pas changé mon lieu que j'avais conservé. De toute façon, on va le révéler. Au tour suivant, on va mettre fin à ce tour en ajoutant une par une les créatures invaincues. Il n'y en a pas. On a réussi à venir à bout du drac collectionneur contre toute attente. Et enfin, on pioche justement cette carte lieu qui va constituer notre prochaine étape. Après le canal des elfes, nous allons prendre la direction du repère des voleurs, que connaît le moine manifestement, et qui va affaiblir le feu de 2. En fait, je pense qu'on affaiblit volontairement notre feu, pour être le plus discret possible. On aura 7 créatures à rencontrer. Chaque fois qu'un pouvoir de première position de créature est déclenché, le groupe d'aventuriers doit défausser une pièce. Et ouais, ce sont des voleurs, ils sont adroits et peuvent nous dérober les pièces qu'on a si durement accumulées. On en a 2 à perdre. Donc ça va être tendu encore comme situation. On arrive au bout de ce 3e tour. Cela va mettre fin à ce premier épisode de cette Watch. Donc l'aventure est difficile, vraiment. On souffre. Ils ont réussi à parcourir déjà 3 lieux. Mais la prochaine étape va être cruciale, notamment dans le choix du personnage à mettre au repos, puisque on est dans une situation où il y a tant
de capacité épuisée qu'on devient plutôt très très fragile. Donc il va falloir pondérer notre choix en fonction de ça. J'imagine probablement que c'est la sorcière qui va aller se reposer pour effectuer une incantation en magie noire et récupérer une capacité supplémentaire en plus de la sienne pour un aventurier de son choix. Comme ça, c'est ce que j'ai envie de faire. Maintenant, on verra les résultats des dés. Peut-être qu'on sera conduit à envoyer un autre aventurier, hormis le moine, au campement, puisque le moine a déjà été 2 fois se reposer. Le bon côté, c'est que le moine va revenir, plus fort que jamais, puisqu'il a maintenant des dés 10 et son épée dansante. Donc c'est un combattant qui a repris du poil de la bête et qui va être à même de participer normalement efficacement au prochain tour de garde. Sur ces considérations d'aventurier, je vais vous souhaiter une belle journée. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. On se retrouve très vite pour la suite de cette aventure. En attendant, portez-vous bien. Salut!